Merci Christian. Est-ce qu'il y a des réactions parmi le public? Merci Christian. Est-ce qu'il y a des réactions parmi le public? Pas de réaction pour le moment? Alors j'ai déjà ici près de moi M. Emmanuel Meune, que je salue, de l'Université de Montréal en Canada, qui nous parlera du patois et l'arpétan entre petite patrie et nation imaginée. Le discours sur le franco-provençal dans le journal de Genève 1826-1988. 18, pardon. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je ne vais pas vous causer de la brache que je suis venu au monde, mais de la Suisse, que j'ai travaillé un petit peu. Donc, vous voyez le titre. En fait, j'ai travaillé sur le journal de Genève, qui me paraît être un observatoire un petit peu paradoxal de l'évolution du franco-provençal, puisque Genève est l'un des cantons en Suisse où le franco-provençal a disparu le premier, et en même temps, on a cet hymne, le Sekeleno, qui reste encore aujourd'hui un symbole patriotique important. Donc, le journal de Genève, qui est né dans les années 1820 et qui a fusionné en 1998 avec la Gazette de Lausanne et le Nouveau Quotidien. Ce que je regarde, donc, c'est l'évolution des perceptions du franco-provençal et voir un petit peu la dialectique entre le paradigme de la conservation et de la revitalisation. Voir aussi les types de construction de communautés linguistiques intra-suisses et transfrontalières. Donc j'ai un corpus un corpus de 138 textes que j'ai répartis entre avant et après l'apparition du mot franco-provençal dans la presse. Donc on sait qu'il apparaît chez Ascoli en 1873-14. Dans ce journal, il n'apparaît qu'en 1909. Donc ça, c'est le corpus A, le corpus où vous avez simplement au moins une occurrence du mot patois. On voit ici l'occurrence se multiplier à la fin du 19e siècle. Et puis, le deuxième corpus, qui est le corpus B, avec au moins une occurrence de franco-provençal. Alors, dans les trois quarts des cas, on a aussi une occurrence, une référence à patois, et dans un quart des cas, on n'a pas de référence à patois. Je précise que le corpus ne contient pas, n'inclut pas les textes avec patois sans franco-provençal, ce serait une autre étude. Donc quand on n'a pas la référence à patois, on a dialecte, langue, peut-être dans l'espoir de rehausser un petit peu le statut du patois. Alors quelles sont les rubriques en présence? On a des chroniques régionales, des pages, on a des articles dans les pages culturelles, des comptes rendus littéraires, des textes, y compris dans des romans feuilletons, quelques articles de fond. On n'a pas du tout d'éditorial, ce qui montre que le franco-provençal, le patois, n'est pas une question brûlante. Dans le corpus patois, on a surtout des textes non signés. Par contre, dans le corpus franco-provençal, on a des textes signés qui viennent de journalistes, d'universitaires, d'intellectuels suisses ou de politiques genevois. Ça, c'est les contextes de référence qui sont liés à la zone franco-provençale. Donc, on remarque que dans le corpus patois, ça concerne surtout la Suisse, avec ses trois cantons en premier, Genève, Fribourg et Vaud. Par contre, le franco-provençal, après 1909, donc c'est surtout la vallée d'Ost qui fait en sorte qu'il y a une explosion des références au franco-provençal. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, on sait tous que le patois, le mot patois peut être un concept très, très vague. C'est un glottonyme qui n'est complet que s'il est employé avec un adjectif. Donc, dans le corpus, on a aussi le mot patois qui peut concerner l'Angleterre, l'Allemagne, le Danemark, etc. Et souvent, il est associé à la rusticité
des parlers locaux. Et puis, il y a quelques réflexions sur son éradication, sur la question de la coïncidence des frontières nationales et linguistiques. Donc tout ça, c'est dans le corpus patois. Ce qui est intéressant aussi, avant l'apparition du mot franco-provençal dans les corpus, c'est que la France romane reste binaire, partagée entre oil et hoc. Mais de temps en temps, quand même, il y a aussi l'idée de continuum, c'est-à-dire que l'idée d'une proximité entre tous les patois gallo-romans. Pour la zone d'Oil, ça concerne les régions suivantes, Limousin, Franche-Comté, Berry. Pour la zone d'Oc, la zone est beaucoup plus présente que la zone d'Oil. Il peut être question de pêcheurs marseillais, d'un président de la République qui parle patois quand il retourne dans son pays. Et la Provence est très très présente, elle est surreprésentée, elle a une forte visibilité. On sait tous que plus tard, l'ambiguïté même du nom franco-provençal va faire en sorte que les représentations de la géographie linguistique incluent souvent la Provence dans la zone franco-provençale. Alors, par rapport à la Provence, justement, dans ce journal, on relève deux attitudes souvent antagonistes. On a à la fois de la sympathie pour le sauvetage du provençal, avec une certaine nostalgie, c'était la langue des troubadours, qui est charmante, mais qui n'a pas vaincu, c'est le français qui a vaincu. Souvent, il y a une espèce de parenté d'esprit entre la Suisse rhodanienne et puis la Provence, ce cher et gai pays du soleil. Ça participe aussi du flou autour des représentations de la zone franco-provençale. Est-ce que la Suisse ne se rattacherait pas d'une certaine façon à la Provence ? Et puis, il y a une autre attitude qui est la dénonciation d'un certain passéisme associé au catholicisme et le refus des projets de renaissance du franco-provençal, ou des patois, on est encore dans le corpus patois, de quelque chose qui ressemblerait à la stratégie du félibrige provençal. Donc on a un auteur qui se félicite que les romans ne prennent pas du tout le chemin des Provençaux. Et ce qui est frappant aussi, c'est qu'on a, donc ça c'est vraiment très suisse dans le corpus, on a une espèce d'émulation entre les francophones ou franco-provençalophones romans et puis les alémaniques, comme s'ils revendiquaient une espèce de parité symbolique des parlers locaux. Par exemple, on vous dit que le glossaire des patois de la Suisse romande doit devenir pour nous ce qu'est le Schweizerisches Idiotikon pour les germanophones. Le glossaire fait partie de notre histoire nationale. La conservation des chants est une œuvre patriotique qu'on doit poursuivre avec l'enthousiasme des Suisses allemands. Donc ça, on a quelque chose qui permet de faire vibrer à la fois le patriotisme roman et le patriotisme suisse, avec une foi dans la nation plurilingue qu'est la Suisse, qui est fondée sur toutes les langues perçues comme nationales, qu'elles soient officielles ou qu'elles soient ancestrales non officialisées. Alors le fameux Rang des vaches est vraiment un hymne polysémique qui, selon le contexte, selon les articles, est associé au canton de Fribourg, à la Gruyère, quelquefois à toute la Romandie, notre véritable chant national, un poème national unique, et quelquefois avec toute la Suisse aussi. C'est-à-dire que le Rang des vaches devient compatible avec justement cette idée nationale suisse qui est fondée sur le plurilinguisme, officiel ou vécu tout simplement. C'est-à-dire que la communauté imaginée romande s'insère tout naturellement dans l'édifice suisse, qui est quelque chose qui valorise les langues officielles et puis la langue de chaque territoire. Alors, dans ce contexte très suisse, on peut se demander s'il y a quand même une identification à une communauté franco-provençalophone transnationale. Donc là, ce qui est frappant, c'est le discours du Journal de Genève sur la Savoie. En fait, il y a vraiment la construction d'un nous commun. Genève est souvent associée à la Savoie, qui est présentée comme une source d'inspiration. Il faut faire un chant de recueil comme l'ont fait les Savoyards. Et surtout, il y a carrément une unité entre les parlers savoyards et genevois. Le savoyard est le parler des communes de notre canton. En patois, donc il est question d'un texte de 1795. Ce texte en patois savoyard, pas en patois genevois, illustre la verve comique
des anciens genevois. Donc malgré le passé conflictuel entre la Savoie et Genève, le nous fusionne les éléments genevois et savoyards. Ce qui est un petit peu ironique, puisqu'on sait que le Sekeliano évoque la déroute des Savoyards, mais dans les textes, en tout cas, on a une espèce de patriotisme transfrontalier et de type savoyard. Sinon, on a un intérêt pour d'autres cantons, les cantons de Vaud, Valais, Fribourg, sur les fêtes diverses. On évoque quelquefois la politique répressive, les mesures pour imposer le français dans le canton de Fribourg à l'école en 85, mais aussi la résistance de certains instituteurs qui continuent de parler patois. Souvent, la disparition du patois est vue comme inévitable. On parle de décomposition, du sarcasme des jeunes, et puis on exclut carrément une unification, même au niveau roman, à la provençale. Et puis, on évoque aussi le désintérêt pour les cultures, avec un S, alpines locales. On a ce texte, que j'ai beaucoup raccourci, mais on dit « Nos montagnards sont devenus européens, ils ont l'âme mondiale, ils s'intéressent à la Mandchourie, mais plus à leur patois. » Alors, quel changement après 1909, avec l'apparition du mot franco-provençal? Donc on a plus d'universitaires. On a par exemple ici cet universitaire qui oscille un petit peu entre une attitude, une approche factuelle, qui nous dit voilà, la dialectologie doit embrasser des vastes ensembles sans encourager la littérature patoise, qu'il qualifie d'almusette, mais en même temps il s'inclut lui-même dans le nous genevois, nous avons laissé perdre le parler de Genève. Et puis on a cet homme politique qui est carrément pour la francisation définitive, qui se félicite qu'au terme d'un merveilleux voyage, on ait quitté les sentiers perdus du patois et puis que le franco-provençal a cédé aux Français et heureusement, puisque maintenant la Suisse serait la province littéraire la plus riche de France. Je cite. Il y a aussi avec l'apparition du mot franco-provençal, la mythification de la Burgondie. Avec laquelle on lit la Savoie actuelle. Donc il y a cette unité historique et puis une espèce de logique proto-nationale, pour reprendre le mot de Hobsbawm. Donc il est question de la Grande Savoie, la Burgondie de l'an 1000, et puis on nomme en fait tous les éléments de population qui font partie de la zone franco-provençale. Bressan, Dauphinois, Fribourgeois, Valdôtain, etc. Donc on a bien cette idée d'une unité linguistique dans toute la zone. Notre modeste est cependant grand dialecte, donc on n'emploie plus le mot patois. On propose une académie du Bourgondien. Le Félibrige est érigé au rang de modèle. Et on pourrait, dit l'auteur, s'inspirer des méthodes de Mistral pour reconstituer une véritable langue littéraire. Alors tant qu'à faire, il propose la langue de son village qui est Rumilly. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on a cette unité aussi identitaire et ethnique. C'est-à-dire que le Rang des Vaches, cette fois, il devient l'hymne qui évoque la vie d'un peuple, qui devient le peuple franco-provençal. Dans ce cas-là, on a même l'apparition d'un « nous, les franco-provençaux ». Donc non seulement le glottonyme, mais l'ethnonyme. On a cette entité franco-provençale distincte, alors qui est aussi une zone de transition, qui permet de faire le lien entre le provençal et la langue d'Oïl, mais on a une construction de type proto-national. Alors la vallée d'Ost dans tout ça, elle apparaît seulement donc, dans ce deuxième corpus, et assez vite elle va devenir le nouveau cœur ou l'un des autres cœurs avec la Savoie, de la communauté imaginée franco-provençale. On a à partir de là, de 1909, une réflexion sur des régions qui étaient peu présentes avant, donc la vallée d'Ost devient plus visible. Le mot apparaît quand il est question de la volonté d'interdire le français dans l'administration valdôtaine. Et puis on voit dans cet article-là, en fait, une opposition ou une coexistence entre deux modèles. On a le modèle de la nation politique à la Suisse, donc une nation qui est capable de faire coexister des langues disparates et puis des minuscules nationalités, mais aussi l'apparition d'un modèle qui est une nation de type plus ethno-linguistique, dont font partie les Valdôtains, les Romans.
On parle de renforcer la communauté d'origine avec le Val d'Ost, l'idiome, qu'incarne l'idiome franco-provençal malgré les destinées dissociées. Il est question de parenté linguistique qui est le signe de l'identité de la race. Et puis on encourage les Suisses à encourager eux-mêmes les Valdôtains dans la défense de leur langue autochtone. Donc la vallée d'Ost apparaît à partir de ce moment-là, donc où la pratique a régressé très très vite à Genève, comme une espèce de conservatoire linguistique, c'est-à-dire que s'il y a disparition du franco-provençal en Suisse, au moins on en appelle à une solidarité au nom de cette ancienne culture commune. Par exemple, les habitants de Martigny dans le Valais sont invités à venir se ressourcer en vallée d'Ost pour faire une moisson d'archaïsme et de retrouver les mots qu'utilisaient leurs grands-pères. On a aussi, dans les années, à partir des années 60, peut-être une repolitisation des questions valdôtaine et puis arpetaine. Je vais y venir. Les années 60, c'est l'apparition dans le cadre de la question francophone, la francophonie. On parle beaucoup de groupes linguistiques minoritaires. Donc la question valdôtaine réapparaît. Le franco-provençal est présenté comme également menacé en vallée d'Ost, mais comme beaucoup plus apte à survivre dans le journal de Genève. Et c'est présenté aussi comme une alternative aux Français face à l'italianisation. La vallée d'Ost tenait à sa francophonie, à tout le moins à ses patois franco-provençaux. Et puis donc il y a ce fameux mot arpetan, il n'y a qu'une occurrence, donc c'est, il n'y a pas le nom, mais je suppose que ça vient de Henriet, donc dans sa Valdôtain, dans ce qui a une période basque, où il avait imaginé une étymologie assez fantaisiste, donc c'est pour ça qu'il y avait un H. Donc aussi une espèce de nouveau proto-nationaliste à tendance maoïste. Donc il y a un texte qui est cité dans le journal de Genève en franco-provençal directement, et puis ça c'est le commentaire du journaliste. On s'étonne, mais finalement, peut-être que c'est qu'une nouvelle variante du nationalisme et de l'internationalisme. On sait que le mot est réapparu dans les années 2000, dans un contexte, surtout sur Internet, avec Arpitanie, Arpitan. Alors, il y a un timide tournant vers l'intérêt pour les questions de revitalisation. Ça naît surtout après 1980. Donc, on a plus d'articles à teneur sociolinguistique qui évoquent le déclin ou la renaissance du franco-provençal. Donc on parle du désir d'ascension sociale qui a empêché les gens de continuer à parler le franco-provençal, du snobisme francophile, de l'oppression intériorisée. Mais c'est présenté comme une cause qui n'est pas encore perdue. Il y a un intérêt pour une initiation scolaire. Et puis il y a un article de fond sur lequel on peut insister un petit peu, qui réclame carrément une revitalisation. Donc c'est une critique assez virulente de la politique linguistique de la Suisse, qui est présentée comme pas du tout aussi amie des langues qu'elle aime se présenter. Nous avons oublié le patois. Il faut reconsidérer notre passé linguistique et sortir de l'autocensure, de la nostalgie collectionneuse. La Suisse, qui est un État indépendant, avec des cantons indépendants, avait les instruments de développer le franco-provençal. Elle ne l'a pas fait, constate avec une certaine amertume ce rédacteur. Alors, en conclusion, donc, je rappellerai, vraiment c'est très schématique, mais si on fait une différence entre les deux corpus, donc le premier corpus, surtout au 19e, le concept de patois était associé, dans le cas de la zone franco-provençale, surtout au canton, à la Romandie, et puis au duo Genève-Savoie. Il y avait un certain fatalisme, et puis c'était le paradigme de la conservation, de l'archivage qui dominait. Au XXe siècle, l'espace symbolique a été élargi à presque tout le domaine, en particulier avec la vallée d'Ost. Il y a quand même des points aveugles. La Bresse, j'en ai pas trouvé beaucoup de traces. Et puis, le cœur de la zone continue à osciller entre Genève, la vallée d'Ost, la Savoie.
Et puis on voit de façon très timide arriver le paradigme de la revitalisation. Alors pour atténuer un petit peu ces conclusions, je rappellerai simplement que ça concerne un faible nombre d'articles, donc ce n'est pas considéré comme un point d'actualité. Et puis, bon, il faudrait poursuivre ces recherches après 1998, voir ce qui s'est écrit dans le temps, dans les années 2000-2010. Voilà, je m'arrête ici. Merci Manuel aussi pour le respect du temps. Est-ce qu'il y a des réactions entre le public? Oui, s'il vous plaît. Oui, car c'est pour nos amis en streaming qui, comme ça, ils peuvent nous suivre même. Ce n'est pas vraiment une question. C'est lorsque tu parlais du franco-provençal et surtout du provençal que j'ai pensé à la chose suivante. Aujourd'hui, le mot provençal a le sens de parler occitan de la Provence, et donc uniquement en Provence. Mais à l'époque d'Ascoli, et cette époque a duré au moins jusque dans les années 1950, provençal était le nom de l'occitan en général. Le provençal, c'était le parler de la Provence, mais c'était le parler de la moitié sud de la France. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et si vous lisez, par exemple, les thèses qui ont été écrites jusque dans les années 1950, par exemple celle de Gardette, qui a fait beaucoup parler sur le Forêt, celle de Nothomb sur la Haute-Loire, vous verrez qu'ils utilisent provençal dans le sens d'occitan. Dans le sens d'occitan. Dans le sens que nous donnons aujourd'hui à occitan. Et il y a eu justement une bagarre entre les provençalistes et les occitans pour remplacer provençal par occitan. Et provençal aujourd'hui, effectivement, n'est perçu que comme parler de la Provence. Mais n'oubliez pas ça, lorsque nous parlons de l'histoire du mot franco-provençal, à l'époque, c'était le parler qui était intermédiaire entre ce qui est parlé dans la France du Nord, c'est-à-dire la langue de Hill, et ce qui était parlé dans la France du Sud, qu'on appelait aussi Languedoc. Mais ce n'était pas le parler de la Provence. Merci. D'autres qui souhaitent intervenir? Juste pour savoir les articles, vous les prenez. Pardon? Où je les prends? Oui. Dans le journal de Genève. Oui, oui, oui. D'autres interventions? Oui, Natalia. En fait, j'avais une question, ça rejoint un peu ce que vient de dire Jean-Baptiste Martin. Est-ce que, parce que lorsque tu nous parlais de ce corpus, le premier avant de l'apparition du mot franco-provençal, et tu disais qu'il y a toujours cette image de, voilà, il y a langue d'oil, langue d'oc, ou bon, français provençal. Est-ce que le corpus de ces articles te permet de voir si, dans l'imaginaire, disons, de ceux qui l'écrivaient, ce qu'ils appelaient patois, ça faisait partie du domaine provençal, pour ainsi dire, ou le domaine d'oc, ou, voilà, ou celui du nord de la France? Je dirais ni l'un ni l'autre. Mon impression, d'après en tout cas les articles que j'ai pu lire, c'est que c'était très suisse, très autocentré ou très savoyard. Donc il n'y avait pas de conscience de tout ce qui pouvait aller au-delà. Même la vallée d'Osse était très peu présente. Donc c'est vraiment l'apparition du mot qui a changé très lentement les consciences. Puis pour revenir à ce que disait Jean-Baptiste sur la Provence, j'avais fait une petite étude dans la littérature aussi, l'emploi les références aux mots patois, franco-provençal, provençal chez certains écrivains romans, bon, Chaussais ou d'autres. Et là, on s'aperçoit aussi qu'il y avait alors chez certains, il y avait la conscience que il y a un ensemble, il y a une langue distincte entre les domaines d'oil et d'oc, et puis chez d'autres, c'était quelque chose de beaucoup plus flou, parce que, quelque part, ça les intéressait d'utiliser les connotations positives qui sont associées à la Provence. Donc c'est vrai que c'est un terme problématique, franco-provençal, parce qu'on est obligé d'expliquer à chaque fois ce que c'est, mais il y a certains moments où ça peut être considéré comme
quelque chose de positif parce qu'on bénéficiait un petit peu de l'aura l'aura du félibrige, etc. D'autres, oui, tu viens me rejoindre. Concernant la page où il était question des liens qui étaient faits entre les patois, le franco-provençal et puis l'alémanique ou les patois de Suisse allemande. En fait, effectivement, le glossaire des patois de la Suisse romande qui était cité dans cet article, c'est un projet qui est le même, disons l'analogue de l'idioticon pour les dialectes, voilà. Et il est né, ces deux projets, plus les deux qui ont suivi, à savoir celui de la Suisse italienne et la Suisse romanche, continuent maintenant et sont nés de cette époque de patriotisme. Hein. Je crois que c'est une autre page qui montrait bien ce lien. Voilà, avec un très fort besoin d'aller répertorier la langue pour pouvoir la décrire. Et en fait, la réflexion qu'on peut faire, c'est que ça continue. En fait, on continue à les répertorier, à les enregistrer et puis à vouloir décrire. Et la revitalisation vient par-dessus ou en lien. Et, voilà. Et puis parfois, souvent il y a un rapport entre les deux. Parfois, il n'y en a pas alors qu'on pourrait en faire. Et je voulais savoir quel est ton point de vue là-dessus, parce que peut-être que ces deux notions de répertoire et de revitalisation sont très présentes dans ton activité en général. Mais ce qui m'avait frappé, c'est vraiment cette émulation. Il y avait beaucoup plus d'articles, mais on disait, mais les Suisses allemands ont déjà fait ça, nous, il faudrait qu'on fasse ça. Et à une époque où moi, je ne m'attendais pas à avoir ce discours-là. Et ce qui me frappait, c'était vraiment que le discours sur la langue autochtone de Suisse romande était intégré dans la construction nationale, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisqu'il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de revendication pour que le franco-provençal soit la 5e langue nationale. Donc j'ai été frappé de cette parité. Il y avait ici peut-être un momentum qui n'a pas été perçu par les contemporains pour donner un coup d'accélérateur à la prise en compte de la langue autochtone de Suisse romande, comme on avait pu faire pour le romanche. Il y a des éléments, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a des éléments qui sont en place pour aller plus loin vers une politique linguistique qui serait un peu plus à l'image de la Suisse plurilingue telle qu'elle aime se présenter, mais ça n'a pas été fait. Alors on peut dire que la différence par rapport au romanche, c'est que le romanche, bon, la Bible avait été traduite, il y avait des standardisations qui n'existaient pas du côté roman, mais il y a quelque chose qu'on a un petit peu sous-estimé ici, là, à mon avis. Merci. D'autres encore? Oui, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Bon, c'est une toute petite question, je ne sais pas si elle est importante, mais c'était intéressant de voir les différentes manières de voir le franco-provençal suivant les époques, mais ce qui m'intéresserait, c'est la quantité d'articles, et selon les époques, parce qu'on a l'impression que le journal de Genève s'est beaucoup intéressé au franco-provençal. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... C'est ce que je dis à la fin. Ah, tu le dis? Faible nombre d'articles. Ah oui, alors je suis bête, alors oui. non, mais oui, mais est-ce qu'il y a eu des périodes où il s'y est plus intéressé que... Ah oui. Non, c'est ça, c'est un faible nombre. En chiffre absolu, 138, on peut dire c'est rien. Mais après, c'est la cohérence entre les différentes, voir l'articulation des thèmes, et puis on voit quand même une montée ici dans les années 1890. 1891, ça a été le 600e anniversaire de la fondation de la Suisse, bon, la fondation imaginée, mythifiée, etc. Donc c'est à mon avis pas un hasard si on voit cette augmentation des références au patois roman, qui deviendra plus tard le franco-provençal, à ce moment-là, parce que ça permet
d'incarner un petit peu cette nouvelle idée de Suisse plurilingue. Donc de nation qui n'est pas une nation ethno-linguistique comme le sont la France ou d'autres. Mais en chiffres d'articles, effectivement, c'est peu. Donc, apparemment, le mot de franco-provençal est apparu donc, vers les années 1909, c'est ça? Et je pense que c'était juste après le prix Nobel attribué à Mistral. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un rapport. Est-ce qu'il y a eu des articles par rapport à ça? Donc, c'était quand même un événement extrêmement important. D'ailleurs, en France, enfin, le pouvoir français s'est très bien débrouillé pour mettre tout ça sous la table, parce que je pense que c'était vraiment l'occasion d'un redémarrage même de l'enseignement des langues régionales en France. Et puis, il ne s'est absolument rien passé. Donc, est-ce que la Suisse s'y est un petit peu intéressée? Très bonne question. J'imagine que oui. J'ai pas regardé. Enfin, je suis sûr qu'elle s'y est intéressée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de références au félibrige quand il est question de franco-provençal. Donc, a fortiori, je suis sûr qu'il y en a quand il n'est pas question du franco-provençal. Mais ça serait un autre corpus à examiner. Et idéalement, j'aimerais effectivement bien mesurer ce corpus-là au corpus, comparer ça avec un corpus qui serait axé autour du provençal. Mm-hmm. Oui. Oui, oui, oui. Mm. Oui. Mm. Oui, oui. Ah ben. Je l'ai publié avec la traduction en franco-provençal de son beau-père qui a été faite en même temps. Et donc c'est intéressant de voir sur la même ligne les trois langues, le provençal, donc l'occitan de Provence, la traduction de Mistral et la traduction en franco-provençal de cette œuvre qui a valu à Mistral le prix Nobel de littérature. Donc vous voyez que le franco-provençal peut aussi traduire la poésie la plus fine. Vous le saviez tous. Oui, donc Jean-Baptiste Martin parlait d'un livre qu'il vient d'éditer qui est Mireille de Mistral, donc une version en 3 langues, l'original en provençal, la traduction en français, et puis un texte écrit par le beau-père de Mistral à l'époque en franco-provençal et dans une langue que Jean-Baptiste Martin qualifie de très fine. Merci, ça va sûrement intéresser. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Bon, alors, puisque vous avez été bien attentif, même après le dîner, je vous aurai droit à un petit café en bas. Après, on va se retrouver ici pour la table ronde. Oui? Pas d'importance. Juste pour parler un instant de ceux qui nous ont écoutés à distance et qui sont environ une centaine ou qui ont été déjà plus de 100. On n'a pas encore les données actualisées, mais quand même, voilà, ils sont assez nombreux. Et donc, on tenait à préciser cela, même si on n'a pas reçu de commentaires et de questions. Donc, on est suivi à distance. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont suivi toute cette journée par rapport à ceux qui sont dans la salle. Donc, on est satisfait et on les encourage à prendre la parole par la suite dans le cadre du débat pendant la table ronde.